En hiver 1856, dans un coin reculé du sud-est de l'Ohio, 3 nouveau-nés virent le jour dans des circonstances si extraordinaires que les professionnels de la médecine en débattent encore aujourd'hui à voix basse. Nés dans la cave cachée d'une maison de réunion Quaker lors de l'une des nuits les plus dangereuses de l'histoire du chemin de fer clandestin, ces triplés développèrent des facultés qui défiaient toutes les lois connues de la psychologie et de la physiologie humaine. Pendant plus d'un siècle, leurs descendants ont protégé des secrets sur ce que ces enfants savaient faire. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, nous forceraient à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur les limites de la perception humaine. Ce que je vais partager avec vous n'a jamais été raconté en dehors des archives familiales, jamais consigné dans un journal médical officiel et jamais évoqué dans un cercle académique. Les preuves ont été délibérément enfouies. Mais ce soir, la vérité refait surface. Avant que nous ne plongions dans ce récit glaçant qui commence dans l'ombre du réseau de sauvetage le plus secret d'Amérique, j'ai besoin de savoir quelque chose à votre sujet. Cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont assez courageux pour affronter des mystères qui remettent en cause les fondements mêmes de ce que nous croyons possible. Si vous faites partie des rares capables d'affronter des histoires qui brouillent la ligne entre histoire documentée et phénomènes inexplicables, abonnez-vous tout de suite et pendant que vous y êtes, laissez un commentaire en me disant de quel état vous écoutez. Je veux savoir où se rassemblent ce soir mes compagnons chercheurs de mystères. Car ce que vous allez entendre ne s'est pas produit dans une terre mystique et lointaine, mais bien ici, en Amérique, dans des communautés peut-être inquiétamment proches de la vôtre. L'histoire que je vais vous raconter commença par une nuit glaciale de février, lorsque 3 vies naquirent dans le lieu le plus improbable qu'on puisse imaginer. Un événement qui déclencha une série de faits qui allaient déconcerter médecins et scientifiques pendant des générations. La ville de Cedar Mills, Ohio, méritait à peine son nom en 1856. Avec une population d'environ 300 âmes, elle n'était guère plus qu'un petit groupe de modestes maisons, une épicerie, une forge et la sobre maison de réunion en briques qui abritait la communauté Quaker locale. À la différence de leurs voisins chrétiens plus démonstratifs, la Société des Amis de Cedar Mills pratiquait sa foi dans la discrétion. Vêtements simples, attitude solennelle, reflet d'un profond engagement envers la simplicité et, surtout, envers la conviction radicale que tous les êtres humains étaient égaux aux yeux de Dieu. Cette conviction avait transformé leur maison de réunion en quelque chose de bien plus dangereux qu'un lieu de culte. Elle était devenue la station 14 du chemin de fer clandestin, une étape cruciale pour les fugitifs en route vers le nord, depuis le Kentucky et la Virginie. L'ancien Samuel Whitmore, dont les mains usées racontaient des décennies de labeur et dont les yeux gris perçants abritaient des secrets capables de condamner la moitié de la congrégation, menait cette œuvre clandestine depuis près de 8 ans. Sous les planches de bois simples de la maison se cachait une cave soigneusement dissimulée, accessible par une trappe dissimulée sous l'estrade de l'orateur. Creusée à la main au prix de longs mois de travail, la cave s'étendait sur presque toute la longueur du bâtiment. De solides poutres en bois soutenaient le plafond, tandis que l'air frais circulait grâce à un ingénieux système de poteaux de clôture creux, en apparence décoratifs, mais qui servaient en réalité de conduit de ventilation. Chaque semaine, entre 3 et 15 fugitifs pouvaient y trouver refuge, certains pour une seule nuit, d'autres pendant des semaines, en attendant un passage sûr vers la prochaine station. Février 1856 avait été particulièrement périlleux. Le Fugitive Slave Act de 1850 avait enhardi les chasseurs d'esclaves, qui parcouraient désormais librement l'Ohio avec autorité légale pour récupérer leurs propriétés humaines. Des chasseurs de primes professionnels, comme les redoutés frères Garrett, avaient été aperçus dans la région depuis plusieurs semaines, offrant des récompenses considérables pour toute information sur les opérations du chemin de fer clandestin. La tension à Cedar Mills était presque palpable. Chaque visiteur inattendu,
chaque coup frappé à la porte après la tombée de la nuit, chaque bruit inhabituel pouvait signifier découverte et emprisonnement. C'est dans ce climat de peur et de secret qu'une jeune femme était arrivée à la maison de réunion 3 jours plus tôt. Elle s'était présentée sous le nom de Ruth, disait avoir 19 ans et était manifestement enceinte, très enceinte. Samuel Whitmore, en voyant son ventre gonflé, avait su immédiatement qu'elle ne voyagerait pas plus loin vers le nord de sitôt. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à quel point l'enfant arriverait vite, ni à quel point cette naissance allait bouleverser leur compréhension de la nature humaine. Ruth venait d'une plantation du nord du Kentucky, racontait-elle à voix basse pendant ses premières nuits dans la cave. Elle s'exprimait avec la diction précise de quelqu'un qui avait appris à lire, chose rare dans sa condition, et se tenait avec une dignité qui impressionnait même les Quakers stoïques. Mais il y avait autre chose en elle, quelque chose qui mettait mal à l'aise sans que l'on sache pourquoi. Elle semblait savoir des choses, de petites choses, mais troublantes par leur exactitude. Elle savait quand quelqu'un approchait de la maison, bien avant que le moindre bruit ne soit audible. Elle refusait de la nourriture qui, plus tard, se révélait avariée, alors qu'elle paraissait parfaitement fraîche. Le plus déconcertant, parfois, elle regardait directement son interlocuteur et contredisait calmement ses paroles, non pas avec agressivité, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui savait mieux. « Cet homme qui a apporté les provisions hier, » avait-elle dit à Martha, l'épouse de Samuel, lors de sa deuxième soirée. « Il vous a dit que son nom était Williams et qu'il venait de Lancaster, n'est-ce pas ?» Martha avait acquiescé, confuse. « Son nom n'est pas Williams, » avait poursuivi Ruth, d'une voix à peine audible. « Et il n'a jamais mis les pieds à Lancaster. Je ne sais pas pourquoi il vous a menti, mais il l'a fait. » Martha avait d'abord mis cela sur le compte des divagations paranoïaques d'une jeune femme enceinte et effrayée, jusqu'à 2 jours plus tard, quand la véritable identité de l'homme fut découverte. Il utilisait bien un faux nom et posait des questions suspectes sur les activités de la maison de réunion. La nuit du 23 février 1856 commença comme tant d'autres à Cedar Mills, froide, sombre et faussement paisible. Samuel Whitmore menait sa prière du soir lorsqu'un léger coup résonna à la porte, suivi du signal convenu. 3 coups de rapide, une pause, puis 2 autres. Mais quelque chose clochait. Lorsque Samuel leva la lourde barre de bois, l'homme qui entra en titubant était Joshua, un fugitif qui l'avait déjà aidé. Mais l'habituel calme de Joshua avait laissé place à une panique à peine contenue. « Ils arrivent !» haleta-t-il, son souffle formant des nuages dans l'air glacé. « Les frères Garrett et au moins 6 autres. Ils ont des chiens et ils savent pour cet endroit. Quelqu'un a parlé. » Samuel sentit son sang se glacer. En 8 années de service clandestin, jamais il n'avait affronté une menace aussi directe. Le problème immédiat était l'évacuation. 7 personnes se cachaient alors dans la cave, dont Ruth, qui souffrait de contractions depuis la journée. Martha surveillait son état, mais espérait que l'accouchement n'aurait pas lieu avant 1 semaine. La nature, pourtant, en avait décidé autrement. Comme si les paroles de Joshua l'avaient déclenché, un gémissement monta des planches. Le visage de Martha pâlit. « Samuel, » murmura-t-elle, « l'heure de Ruth est arrivée. Maintenant. » Les heures suivantes se déroulèrent comme un cauchemar, sculpté dans la glace et la peur, tandis que Samuel et 2 hommes évacuaient d'eau et les fugitifs par le tunnel secret au nord de la maison. Martha et sa fille, Rebecca, descendirent dans la cave pour assister Ruth. Ce qu'elles trouvèrent dans cet espace exigu et sombre remit en cause tout ce qu'elles croyaient savoir sur la naissance. Ruth était bel et bien en plein travail, mais quelque chose n'allait pas. Elle ne montrait aucun signe de détresse ni de douleur, contrairement à tout accouchement difficile. Allongée parfaitement immobile sur sa paillasse, les yeux fermés, elle respirait de façon calme et maîtrisée, et quand les contractions venaient, elle ne criait pas, ni même ne tendait ses muscles. Elle attendait simplement, comme si elle écoutait quelque chose qu'elle seule pouvait percevoir. « Combien de bébés ?» demanda Martha, collant son oreille contre le ventre gonflé de Ruth,
selon la méthode traditionnelle des sages-femmes. Les yeux de Ruth s'ouvrirent pour la première fois depuis 1 heure. À la lumière vacillante de la chandelle, ils semblaient de presque lumineux. « 3, dit-elle simplement. 3 garçons, ils attendaient cette nuit. » Martha échangea un regard inquiet avec sa fille. Les naissances de triplés étaient déjà rares dans les meilleures de conditions, mais des triplés nés dans une cave dissimulée, alors que des chasseurs d'esclaves approchaient avec des chiens, relevés d'une situation au-delà de toute expérience. Plus troublante encore était la certitude de Ruth quant au sexe des enfants et sa remarque étrange sur leur attente. Comment des enfants à naître pouvaient-ils attendre quoi que ce soit? Le bruit des chevaux au loin balaya les hésitations de Martha. La voix de Samuel appela d'en haut. « Ils sont là. Le tunnel est libre, mais nous ne pouvons pas risquer de déplacer Ruth maintenant. » Ce qui se passa ensuite fut consigné dans le journal intime de Martha Whitmore, un document resté caché dans sa famille pendant plus d'1 siècle avant d'être découvert en 2003 lors de la rénovation d'une vieille ferme. Selon son récit, écrit quelques jours après les événements, le travail de Ruth s'accéléra brusquement au moment même où les chasseurs d'esclaves arrivèrent à la maison de réunion. Mais il s'accéléra d'une façon qui défiait toute compréhension médicale. Le premier bébé naquit dans un silence complet. Pas de cris, pas de bruit, hormis la respiration à peine audible de Ruth. Martha recueillit l'enfant, un garçon parfaitement formé, et fut stupéfaite de constater qu'il respirait déjà normalement, les yeux ouverts et alertes. Avant même qu'elle ait pu couper le cordon, le deuxième arriva, encore une fois, dans un silence total, respirant et conscient dès la naissance. Le troisième suivit moins d'1 minute plus tard, achevant ce que Martha décrivit comme « l'accouchement le plus contre nature et pourtant le plus naturel que j'ai jamais vu ». Mais le plus étrange restait à venir. Alors que Martha s'efforçait de nettoyer et d'emmailloter les 3 nourrissons, des pas et des voix résonnèrent juste au-dessus d'eux. Les frères de Garrett étaient entrés dans la maison et menaient une fouille minutieuse. De lourdes bottes frappaient les planches à quelques centimètres à peine de la tête des nouveau-nés. À un moment, quelqu'un se posta directement sur la trappe dissimulant l'entrée de la cave. Durant tout ce temps, alors que des hommes hostiles et des chiens pisteurs rôdaient au-dessus d'eux, les 3 bébés ne firent aucun bruit. Pas un cri, pas un gémissement, même pas ces petits sons que tous les nouveau-nés émettent. Ils restaient parfaitement immobiles dans les bras de leur mère, leurs yeux sombres et identiques suivant le mouvement des hommes d'en haut. C'était comme s'ils comprenaient que leur survie dépendait du silence absolu. Ruth ne parla pas pendant la fouille. D'après le journal de Martha, elle se contentait de serrer ses 3 fils et de leur murmurer des paroles dans une langue que Martha n'avait jamais entendue. Plus tard, elle décrivit cette langue comme des mots qui coulaient comme de l'eau, doux et continus, semblables à une rivière glissant sur les pierres. La fouille dura près de 3 heures. Les Garrett furent méthodiques, obstinés et de plus en plus frustrés. Ils vérifièrent chaque pièce, chaque placard, chaque cachette possible. Leurs chiens flairèrent autour des fondations de la maison et grattèrent même les planches en plusieurs endroits, mais ne découvrirent jamais l'accès à la cave. Finalement, ils repartirent, maudissant leur informateur de leur avoir donné de fausses indications. Ce n'est qu'après que les bruits de sabots s'éteignirent dans le lointain que les 3 bébés poussèrent enfin leur premier son. Et quand ils le firent, tous 3 crièrent à l'unisson parfait, leur voix se mêlant en une plainte obsédante qui semblait résonner dans les murs mêmes de la cave. Ruth mourut moins d'1 heure plus tard, victime d'une hémorragie que Martha ne put arrêter malgré son expérience des accouchements difficiles. Ses dernières paroles, si faibles que Martha a dû se pencher pour les entendre, furent « Ils sauront des choses, ils sauront toujours. Prenez soin d'eux, mais souvenez-vous, ils ne sont pas comme les autres enfants. » La mort de Ruth laissa la communauté Quaker de Cedar Mills face à une situation impossible. 3 nouveau-nés sans père connu, sans famille, sans existence légale. Enfants d'esclaves nés libres en sol d'Ohio, mais sans aucun document pour prouver leur statut.
Samuel Whitmore prit la décision qui allait de marquer le reste de sa vie. La communauté élèverait collectivement les garçons. Chaque famille prendrait son tour pour s'occuper d'eux, mais tous partageraient de la responsabilité de leur éducation. Les garçons reçurent donc des prénoms donnés par la communauté, dans la tradition quaker: Caleb, Ezra et Isaac. Dès leur premier jour, il fut clair que les derniers mots de Ruth n'avaient pas été les divagations d'une mourante. Les 3 garçons n'étaient effectivement pas comme les autres enfants, mais d'une manière subtile qu'on aurait pu rejeter comme coïncidence si l'on n'avait pas observé attentivement. Martha Whitmore, qui assuma la principale responsabilité des soins pendant leur première année, commença à consigner des notes détaillées sur leur comportement. Ces notes, découvertes avec son journal de naissance, offrent un aperçu troublant des premières manifestations des capacités inhabituelles des garçons. À 6 mois, les triplés avaient pris une habitude qui mettait leur nourrice mal à l'aise. Ils tournaient dans tout la tête dans la même direction, exactement au même moment, fixant souvent une porte ou une fenêtre vide. Lorsqu'une personne apparaissait plus tard à cet endroit, parfois plusieurs minutes après, c'était toujours quelqu'un d'énervé, de contrarié, ou qui cachait quelque chose. Les garçons semblaient s'y percevoir la détresse émotionnelle bien avant les adultes. À leur premier anniversaire, le schéma devint impossible à ignorer. Les triplés identifiaient les mensonges avec une précision infaillible. Quand les membres de la communauté leur parlaient, les garçons réagissaient normalement aux déclarations sincères, mais détournaient la tête et refusaient tout contact avec quiconque mentait, même sur des sujets futiles. Au début, les adultes trouvaient cela amusant, voire utile. Si quelqu'un prétendait avoir accompli une tâche qu'il avait oubliée, les garçons le savaient immédiatement. Si un visiteur donnait un faux nom ou inventait son passé, les triplés devenaient agités et refusaient de l'approcher. Mais leur don dépassait la simple détection de mensonges. En grandissant, ils semblaient y percevoir la tromperie sous toutes ses formes. Non seulement les paroles fausses, mais aussi les intentions cachées, les émotions dissimulées et les projets tus. Samuel Whitmore écrivit dans sa correspondance privée: « C'est comme si les garçons voyaient directement dans le cœur humain et savaient ce qui s'y cache. Ce serait peut-être une bénédiction si cela ne semblait pas leur causer une telle détresse. Ils perçoivent constamment les petites faussetés et pensées dissimulées que chacun porte, et cette connaissance apparaît comme un fardeau plutôt qu'un don. » Plus troublantes encore étaient leurs réactions à certains types de tromperies. Ils manifestaient une détresse particulière en présence de personnes cachant des informations sur des disparus ou dissimulant des actes violents. Durant leur 2e année, un marchand itinérant nommé Thompson fit halte à la maison de réunion, prétendant se rendre à Columbus pour affaires. Les triplés furent si agités en sa présence qu'ils ne purent ni dormir ni manger tant qu'il resta sur place. 2 semaines plus tard, la nouvelle arriva que Thompson avait été arrêté pour le meurtre de son associé, dont le corps se trouvait dissimulé dans la charrette même qui l'avait conduit à Cedar Mills. À l'âge de 3 ans, les garçons développèrent ce que la communauté appela le regard qui sait, une expression commune qu'ils adoptaient lorsqu'ils se concentraient sur quelqu'un qui cachait quelque chose d'important. Tous 3 tournaient l'âme et la tête simultanément, leurs yeux sombres semblant transpercer la personne ainsi désignée. Plus inquiétant encore était leur habitude de se chuchoter entre eux durant ces épisodes, toujours dans cette étrange langue fluide que Ruth avait employée lors de leur naissance. Le docteur William Harrison, médecin local qui suivait leur développement, était à la fois fasciné et troublé par leur capacité. Dans une lettre à un collègue du Medical College of Ohio, il écrivit: « J'ai examiné ces enfants à plusieurs reprises et n'ai trouvé aucune anomalie physique qui puisse expliquer leurs facultés perceptives. Leur ouïe, leur vue et leurs autres sens paraissent normaux, peut-être légèrement plus aiguisés que la moyenne, mais ils manifestent constamment une connaissance de faits qui devrait leur être inaccessible. Je suis contraint de conclure que ces enfants possèdent une capacité sensorielle inconnue de la science médicale, ou bien que je suis victime d'une supercherie élaborée.
Mais comment des enfants de 3 ans pourraient-ils maintenir une telle tromperie? Cela dépasse mon entendement. L'impact des garçons sur les opérations du chemin de fer clandestin fut immédiat et profond. La rumeur de leur capacité se répandit discrètement à travers le réseau de stations et de conducteurs. Les chercheurs de liberté commencèrent à demander expressément à être dirigés vers Cedar Mills, sachant que les garçons pouvaient identifier les infiltrés et les traîtres avec une précision parfaite. La présence des triplés dans la cave de la maison de réunion devint une garantie de sécurité. S'ils restaient calmes et paisibles, les fugitifs savaient qu'ils étaient parmi des amis. Si les garçons s'agitaient ou refusaient d'entrer dans la cave, c'était un signe certain que quelqu'un dans le groupe n'était pas digne de confiance. Samuel Whitmore se retrouva dans la position inconfortable de dépendre de 3 jeunes enfants pour la sécurité de l'une des stations les plus importantes du chemin de fer clandestin de l'Ohio. Mais l'exactitude des garçons était indéniable. Au cours de 3 années, ils identifièrent 7 infiltrés potentiels, empêchant ce qui aurait pu être des découvertes catastrophiques des activités du réseau. Cependant, leur don avait un prix, qui devint de plus en plus évident à mesure qu'ils grandissaient. Les garçons étaient de plus en plus isolés des autres enfants, qui trouvaient de leurs regards intenses et leurs chuchotements inquiétants. Les adultes de la communauté, bien qu'ils fussent reconnaissants de la protection offerte par les garçons, ne pouvaient se défaire du sentiment d'être constamment évalués et jugés. Même les personnes les plus honnêtes se sentaient mal à l'aise sous les yeux scrutateurs des triplés, conscientes que chaque pensée et émotion leur était d'une certaine manière visible. Le plus troublant était la conscience croissante qu'avaient les garçons de leur propre capacité et de l'effet qu'elle produisait sur autrui. À l'âge de 4 ans, ils avaient appris à moduler leur comportement en présence d'étrangers, gardant leur regard pénétrant, plus subtil, et leur chuchotement plus discret. Mais cette maîtrise d'eux-mêmes ne fit qu'approfondir leur isolement, créant une barrière entre eux et le reste du monde, barrière qui devenait chaque année plus prononcée. L'année 1860 apporta à Cedar Mills des bouleversements qui allaient mettre à l'épreuve les capacités des triplés d'une manière qu'aucun n'aurait pu anticiper. L'élection d'Abraham Lincoln avait enflammé les tensions dans tout l'Ohio, et les activités du chemin de fer clandestin devenaient de plus en plus périlleuses. Les maréchaux fédéraux menaient des raids plus fréquents, et des chasseurs de primes comme les frères Garrett opéraient quasiment en toute impunité. Ce fut durant cette période de danger accru que les garçons, âgés désormais de 4 ans, commencèrent à manifester un nouvel aspect, plus troublant encore, de leurs facultés. Ils ne se contentaient plus de détecter la tromperie et les émotions cachées chez les personnes présentes. Ils semblaient percevoir la détresse émotionnelle de personnes situées à des kilomètres de distance. Le premier cas documenté se produisit un matin glacial de janvier, lorsque les triplés devinrent soudain extrêmement agités, bien qu'ils fussent en sécurité dans la maison de réunion, au chaud, entourés de leurs gardiens habituels. Les 3 garçons se mirent à pleurer, simultanément, non pas comme des enfants contrariés, mais en poussant une plainte déchirante, exprimant une terreur et un désespoir profond. Martha Whitmore tenta tout ce qu'elle pouvait imaginer pour les calmer, sans succès. Les garçons continuèrent leurs pleurs angoissés pendant près de 6 heures, ne s'apaisant qu'au coucher du soleil. 2 jours plus tard, un fugitif arriva à la maison de réunion avec une nouvelle dévastatrice. Un groupe de 11 personnes, dont 3 enfants, avait été capturé par des chasseurs d'esclaves à environ 60 km au sud de Cedar Mills. La capture avait eu lieu presque exactement au moment où les triplés avaient commencé à pleurer. Pire encore, le groupe comprenait une femme enceinte qui avait accouché durant l'attaque. La mère et l'enfant étaient morts d'épuisement et d'exposition lors du trajet brutal de retour vers le Kentucky. Samuel Whitmore fut bouleversé par cet incident, mais l'écarta comme une coïncidence, jusqu'à ce que cela se reproduise 3 semaines plus tard. Cette fois, la détresse des garçons dura seulement 2 heures,
mais elle fut encore plus intense. Le lendemain, on apprit qu'un conducteur du chemin de fer clandestin avait été abattu alors qu'il aidait une famille à s'échapper près de Portsmouth, dans l'Ohio. Là encore, exactement au moment où les triplés avaient montré des signes d'extrême angoisse. Le docteur Harrison, qui documentait le développement des garçons, fut appelé pour les examiner après un 3e épisode du même genre. Ses observations, consignées dans ses notes privées, étaient profondément inquiétantes. Lors de ces épisodes de perception apparente à longue distance, les rythmes cardiaques des garçons se synchronisaient. Leur respiration devenait identique et leur température corporelle chutait de plusieurs degrés. Plus remarquable encore, leur activité cérébrale augmentait de façon spectaculaire. Ils subissaient clairement une stimulation mentale intense. Malgré les signes extérieurs de détresse, je ne peux que conclure, écrivit-il, que leur système nerveux détecte, d'une manière ou d'une autre, un traumatisme émotionnel se produisant à grande distance. Le mécanisme demeure totalement inconnu de la science médicale, mais les capacités de perception à longue distance des garçons semblent spécifiquement réglées sur des situations de tromperie, de trahison et de danger mortel. Ils ne réagissent jamais aux accidents ordinaires ni aux morts naturelles, mais ils perçoivent invariablement lorsqu'une personne est traquée, trahie ou assassinée. Leur portée semble s'étendre sur la majeure partie du sud et du centre de l'Ohio, et peut-être jusque dans le nord du Kentucky. La réputation des dons des triplés se répandit au-delà du réseau du chemin de fer clandestin. Des familles, ayant perdu des proches, commencèrent à faire pèlerinage à Cedar Mills, espérant que les garçons pourraient d'une manière ou d'une autre, ressentir si leurs proches étaient encore en vie et où ils pouvaient être retrouvés. Samuel Whitmore hésitait à exploiter les enfants de cette façon, mais les garçons eux-mêmes semblaient attirés par ces familles désespérées. Le cas le plus remarquable concerna la famille Tom Brennan, dont la fille Mary, âgée de 16 ans, avait disparu en se rendant chez des parents à Columbus. La jeune fille était portée disparue depuis 3 mois quand ses parents arrivèrent à Cedar Mills, ayant entendu des rumeurs sur 3 enfants capables de retrouver les personnes perdues. Samuel refusa d'abord d'impliquer les garçons, mais Caleb, Ezra et Isaac s'approchèrent eux-mêmes des parents en détresse. Sans qu'on leur demande, les triplés se placèrent devant Madame Brennan et commencèrent à chuchoter de façon synchronisée. Après plusieurs minutes, Isaac fit un pas en avant et pointa vers le sud-est, en direction de la rivière Ohio. « Elle est là, dit-il simplement. Elle a la peur, mais elle est vivante. L'homme qui l'a prise n'est pas celui qu'il prétendait être. » En s'appuyant sur cette information, les autorités locales fouillèrent une ferme isolée près de Chillicothe et y découvrirent Mary Brennan, enfermée dans une cave, aux côtés de 2 autres jeunes femmes enlevées par un homme se faisant passer pour un prédicateur itinérant. Le ravisseur fut arrêté et avoua plus tard qu'il projetait de vendre les femmes à la prostitution à la Nouvelle-Orléans. Le sauvetage de Mary Brennan marqua un tournant dans la façon dont la communauté percevait les triplés. Ils n'étaient plus de simples enfants, dotés d'une étrange faculté de détecter les mensonges. Ils devenaient tout autre chose, quelque chose qui mettait même leurs gardiens Quakers profondément mal à l'aise. Les capacités des garçons se renforçaient et se précisaient chaque mois, et il ne semblait exister aucune limite à leur portée ni à leur exactitude. Mais peut-être plus inquiétant encore était le détachement émotionnel croissant des garçons vis-à-vis du monde qui les entourait. La conscience constante de la tromperie, de la violence et de la souffrance humaine laissait des traces. Ils souriaient rarement, jouillaient peu, et passaient la plupart de leur temps blottis les uns contre les autres, chuchotant dans leur langue secrète. Quand ils interagissaient avec des adultes, leur conversation était mal démarquée par une sagesse et une tristesse impossibles pour des enfants si jeunes. Le docteur Harrison, dans ses dernières notes sur les garçons avant sa mort en 1862, écrivit « Je crains que nous soyons témoins de l'émergence d'êtres humains fondamentalement différents du reste de notre espèce.
Leur capacité semble polie s'étendre plutôt que se stabiliser, et je ne peux prédire ce dont ils seront capables en grandissant. Plus inquiétant encore est le coût psychologique de leurs dons. Ces enfants sont les témoins de plus de souffrances et de cruauté humaine que la plupart des adultes n'en rencontrent dans toute une vie. Et ils le font sans les défenses émotionnelles que les adultes développent au fil du temps. Je ne sais pas quels hommes ils deviendront, mais je crains qu'ils ne soient pas des hommes à part, à jamais isolés par leur terrible connaissance de ce qui se cache dans le cœur humain. Le déclenchement de la guerre de sécession en 1861 apporta un chaos sans précédent aux opérations du chemin de fer clandestin de l'Ohio. Mais il créa aussi de nouvelles occasions pour les triplés de révéler l'ampleur véritable de leurs extraordinaires facultés. Alors que les forces de l'Union et de la Confédération commençaient à se déplacer dans les régions frontalières, les garçons commencèrent à manifester des réactions face aux activités militaires qui défiaient toute explication logique. Samuel Whitmore remarqua pour la première fois ce nouveau développement durant l'été 1861, lorsque Caleb, Ezra et Isaac, alors âgés de 6 ans, commencèrent à montrer des signes d'agitation extrême pendant plusieurs jours consécutifs. Les garçons restaient debout aux fenêtres de la maison de réunion, tournés vers le sud, en direction de la rivière Ohio, leur visage marqué par une horreur bien trop mûre pour leur âge. Lorsque Samuel leur demanda ce qui les troublait, Isaac, toujours le plus bavard des trois, répondit simplement « Trop de gens vont mourir. » Tant de gens. 3 jours plus tard, la nouvelle arriva de la première bataille de Bull Run, où les forces de l'Union avaient subi une défaite dévastatrice. Le moment était impossible à rejeter comme une simple coïncidence, surtout lorsque des incidents similaires commencèrent à se produire avec une fréquence croissante. Les garçons semblaient pressentir les grandes batailles militaires des jours, voire des semaines, avant que la nouvelle n'atteigne Cedar Mills, et leurs réactions émotionnelles correspondaient précisément à l'ampleur des pertes humaines. Plus troublante encore était leur capacité apparente à détecter des individus spécifiques parmi les milliers de soldats qui passaient par la région. En septembre 1861, un jeune soldat de l'Union nommé Thomas Caldwell fit halte à la maison de réunion alors qu'il rentrait chez lui en permission pour visiter sa famille à Marietta. Les triplés le regardèrent à peine et commencèrent immédiatement à murmurer à l'unisson, leurs visages marqués d'une profonde tristesse. Martha Whitmore, désormais sexagénaire, mais toujours la principale gardienne des garçons, leur demanda ce qu'ils percevaient de ce soldat. Ezra s'avança et parla d'une voix qui semblait trop vieille pour son petit corps. Il ne rentrera pas chez lui. L'homme censé être son ami le tuera pour son argent, dans 3 jours, près du gué de la rivière. Thomas Caldwell rit quand on lui rapporta cette prédiction, affirmant qu'il voyageait seul et qu'il n'avait pas d'argent digne d'être volé. Mais 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé près d'un gué, à une vingtaine de miles à l'est de Cedar Mills. Il avait été abattu et dépouillé par un déserteur de sa propre unité, un certain Patterson, qui s'était présenté comme son ami et avait accepté de voyager un bout de chemin avec lui. La précision de cette prédiction fit l'effet d'un choc dans la communauté locale. Mais ce n'était que le début. Au fil des mois suivants, les garçons commencèrent à faire des prédictions de plus en plus précises et inquiétantes sur les personnes qu'ils rencontraient. Ils pouvaient dire quand quelqu'un allait mourir, souvent jusqu'au jour et à l'heure. Ils pouvaient prédire les trahisons, les désertions et les actes de violence avec une exactitude implacable. Le plus glaçant de tout, c'était leur faculté à savoir lesquels des fugitifs en quête de liberté, passant par la maison de réunion, parviendraient au Canada, et lesquels seraient mal capturés ou tués en route. Samuel Whitmore luttait avec les implications morales de la connaissance des garçons. Devait-il prévenir les gens des dangers que les triplés entrevoyaient? Devait-il tenter d'empêcher les tragédies annoncées? Ou ce savoir était-il trop dangereux pour être utilisé? Le poids de ces décisions était écrasant, aggravé par l'indifférence apparente des garçons face aux souffrances dont ils parlaient. Ils rapportaient les morts
et les trahisons avec le même détachement calme qu'ils auraient utilisé pour commenter la météo. Le tournant survint au printemps 1862, lorsqu'un groupe de 12 fugitifs arriva à la maison de réunion menée par un conducteur nommé James Morrison, avec qui Samuel travaillait depuis des années. Morrison était un allié de confiance, un homme qui avait guidé avec succès des centaines de personnes vers la liberté au cours de la dernière décennie. Mais lorsque les triplés le virent, leur réaction fut immédiate et violente. Les 3 garçons se mirent à hurler dès que Morrison franchit le seuil, un cri comme on n'en avait jamais entendu sortir de leur bouche. Ce n'étaient pas les pleurs d'enfants angoissés, mais quelque chose de primal et de terrifiant, semblable aux appels d'alarme d'animaux percevant un danger mortel. Ils hurlaient et pointaient Grant Morrison du doigt, leur visage déformé par une expression d'horreur pure. Morrison, stupéfait et offensé, ne comprenait pas. Jamais il n'avait rencontré une telle réaction de leur part, lui qui avait toujours été accueilli calmement lors de ses visites précédentes. Samuel tenta d'interroger les triplés sur ce qu'ils percevaient, mais il ne pouvait dès que répéter encore et encore « La mort, il apporte la mort, tant de morts ». Malgré leurs avertissements, Samuel hésitait à repousser un conducteur de confiance et 12 fugitifs désespérés. Morrison affirmait qu'il avait conduit le groupe sans encombre depuis le Kentucky et qu'il était prêt à les guider vers la prochaine station. Les 12 fugitifs, hommes, femmes et enfants, âgés de 8 à 60 ans, semblaient sincèrement désespérés et ne montraient aucun signe de tromperie. Mais l'agitation des triplés ne faisait que croître à mesure que les heures passaient. Ils refusaient d'entrer dans la cave tant que Morrison et son groupe s'y trouvaient et répétaient de leurs prédictions inquiétantes. Demain soir, dans les bois de Miller's Creek, il les appellera et ils lui feront confiance parce qu'ils croient désormais qu'il était leur ami. Mais des hommes armés les attendront. Samuel était face à un choix impossible, croire 3 jeunes enfants aux capacités incompréhensibles ou risquer la vie de 12 personnes sur ce qui pouvait n'être qu'une intuition enfantine. À la fin, il choisit un compromis qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il permit à Morrison et au groupe de continuer leur route, mais envoya un message à la station suivante pour leur conseiller la prudence. Il demanda aussi à 2 hommes du coin de les suivre à distance, censément pour fournir une sécurité supplémentaire. Ce qu'ils virent la nuit suivante confirma les avertissements des triplés de la façon la plus horrible qui soit. Morrison mena le groupe vers une clairière près de Miller's Creek, exactement comme les garçons l'avaient prédit. Là, au lieu de les diriger vers la station sûre, il appela dans l'obscurité. En quelques minutes, des chasseurs d'esclaves armés surgirent dans des bois. Les fugitifs comprirent parce qu'ils avaient été trahis, mais il était trop tard pour s'échapper. Dans le chaos qui suivit, 7 personnes furent tuées sur le champ, dont 2 enfants. Les 5 autres furent capturés et ramenés au Kentucky, enchaînés. Les 2 hommes envoyés par Samuel assistèrent à tout le massacre de loin, trop éloignés pour intervenir, mais assez proches pour voir Morrison recevoir un paiement substantiel du chef des chasseurs d'esclaves. James Morrison, le conducteur de confiance, celui qui avait guidé des centaines de personnes vers la liberté, travaillait en réalité comme agent double depuis des mois, vendant des informations sur le réseau clandestin et menant des groupes entiers dans des embuscades soigneusement préparées. Quand la nouvelle du massacre atteignit Cedar Mills, toute la communauté fut anéantie. 7 personnes étaient mortes, 5 autres condamnées à l'esclavage, et l'un de leurs alliés les plus sûrs avait été révélé comme traître. Mais le plus troublant peut-être fut la prise de conscience que 3 enfants de 7 ans savaient exactement ce qui allait se passer, et que leurs avertissements avaient été ignorés. La réaction des triplés à cette nouvelle n'avait rien de comparable avec ce que Samuel avait jamais vu chez eux. Au lieu de leur habituel détachement, ils montrèrent pour la première fois depuis des années une véritable émotion, pas de la tristesse ni de la colère, mais une profonde déception, immense, qui semblait englober non seulement la tragédie immédiate, mais aussi quelque chose de plus grand sur la nature du mal humain.
Les gens n'écoutent jamais, dit Isaac calmement, parlant pour les trois. Ils ne veulent donc jamais croire ce que nous voyons. Ils pensent que nous ne sommes que des enfants. Mais nous avons vu plus de morts que n'importe qui dans cette pièce. Nous savons de quoi les gens sont capables lorsqu'ils croient par que personne ne les regarde. Les paroles du garçon restèrent suspendues dans l'air comme une sentence, et Samuel comprit qu'un changement fondamental venait de se produire. Les triplés n'étaient plus seulement des enfants dotés de facultés étranges. Ils étaient donc devenus autre chose, quelque chose qui pouvait voir les recoins les plus sombres de la nature humaine avec une clarté parfaite. Et ce savoir terrible les transformait en êtres de plus en plus étrangers au reste de l'humanité. Au moment même où Samuel croyait avoir perçu toute l'étendue de ce dont les garçons étaient capables, les événements allaient bientôt prouver que leurs facultés continuaient d'évoluer, de se renforcer. La question n'était plus ce qu'ils pouvaient en percevoir, mais ce qu'ils allaient devenir, et si la communauté qui les avait élevés pourrait survivre à la vérité de ce qu'ils étaient vraiment. La révélation qui allait changer à jamais la façon dont le monde comprenait les triplés survint durant l'hiver brutal de 1863, alors que les garçons avaient 8 ans et que la guerre civile atteignait sa phase la plus sanglante. La Dre Elizabeth Hartwell, l'une des premières deux femmes de médecins de l'Ohio et spécialiste des affections neurologiques, étudiait les garçons depuis 6 mois sous les auspices du Collège de médecine de l'Ohio. L'intérêt de la Dre Hartwell avait été éveillé par les rapports du docteur Harrison avant sa mort, et elle avait convaincu Samuel Whitmore d'autoriser un examen médical complet des triplés. Ce qu'elle découvrit lors de cet examen allait remettre en cause toutes les certitudes sur la conscience et la perception humaine. En utilisant les instruments médicaux les plus modernes disponibles en 1863, la Dre Hartwell mena des tests qui révélèrent la véritable nature des capacités des garçons. Ces conclusions, consignées dans un rapport détaillé immédiatement classé secret par les autorités militaires et gardé hors de la vue du public pendant plus de 60 ans, montraient que les triplés possédaient des structures neurologiques jamais observées chez l'être humain. Leur cerveau montrait une activité anormalement élevée dans les régions associées à la reconnaissance de motifs et au traitement des émotions. Mais plus remarquable encore, leur système nerveux semblait être en communication constante les uns avec les autres. Lorsque la Dre Hartwell appliquait une légère stimulation électrique sur le bras de l'un d'eux, les deux autres manifestaient immédiatement une réponse physiologique, bien qu'ils se trouvent nés dans des pièces séparées. Leur rythme cardiaque, leur schéma respiratoire et leurs ondes cérébrales se synchronisaient lors de périodes de concentration intense, créant ce qu'elle décrivit comme une conscience unique, répartie entre 3 corps distincts. La découverte la plus étonnante survint lorsque la Dre Hartwell commença à tester la capacité des garçons à détecter la tromperie au moyen d'expériences rigoureusement contrôlées. Elle organisa des séances où des volontaires devaient énoncer à la fois des vérités et des mensonges, sous l'observation des triplés, tout en mesurant leurs réactions physiologiques. Ce qu'elle observa défiait toute compréhension des capacités sensorielles humaines. Les triplés ne se contentaient pas de lire les expressions faciales, le langage corporel ou les intonations de voix pour détecter un mensonge. Ils répondaient à des variations mesurables des champs électromagnétiques générés par l'activité neuronale humaine. Les instruments rudimentaires de la Dre Hartwell détectèrent donc que les cerveaux des garçons produisaient des schémas électriques différents de ceux des humains normaux, et que ces schémas semblaient entrer en résonance avec les signatures électromagnétiques des états émotionnels des autres. En termes simples, écrivait la Dre Hartwell dans son rapport classifié, ces enfants semblent posséder une forme de sensibilité électromagnétique biologique leur permettant de percevoir directement l'activité électrique des cerveaux humains. Lorsqu'une personne ment, ressent de la peur ou nourrit des intentions violentes, son activité neuronale génère des signatures électromagnétiques spécifiques que les garçons peuvent détecter avec la même précision que nous percevons les couleurs ou les sons.
Cela expliquait non seulement leur capacité à détecter la tromperie, mais aussi leur aptitude à ressentir la détresse émotionnelle à grande distance et leur précision troublante dans la prédiction d'événements violents. Ils n'étaient pas des prophètes ni des êtres surnaturels. Ils étaient des humains dotés de facultés sensorielles, évolués bien au-delà des limites normales. Mais les découvertes de la Dre Hartwell soulevèrent des questions encore plus troublantes. Si les capacités des garçons étaient vraiment dues à une mutation génétique, qu'est-ce qui avait provoqué une telle avancée évolutive? La réponse vint de l'analyse d'échantillons prélevés sur leur mère décédée, Ruth, dont le corps avait été préservé dans le cimetière du temple. Selon la tradition Quaker, l'examen médical des restes de Ruth révéla qu'elle avait été exposée à de fortes doses de divers produits chimiques industriels durant sa grossesse, des substances couramment utilisées dans le traitement de l'indigo dans les plantations du Sud. Ces produits, incluant des composés mercuriels et des pigments à base de plomb, avaient causé de graves lésions neurologiques chez Ruth, mais avaient apparemment déclenché des mutations génétiques inédites chez ses enfants à naître. Les garçons représentaient quelque chose de totalement nouveau dans l'évolution humaine, une mutation qui, normalement, aurait dû être fatale, mais qui avait au contraire donné naissance à des capacités sensorielles accrues. Ils étaient fait la preuve vivante que la conscience et la perception humaine pouvaient évoluer d'une manière que la science n'avait jamais imaginée. La dernière révélation de la Dre Hartwell était peut-être la plus glaçante. Selon son analyse de la structure génétique des garçons, leurs facultés accrues n'étaient bien pas limitées à leur génération. Les mutations qui avaient créé leur sensibilité électromagnétique étaient venues des traits dominants transmissibles à leurs enfants, puis aux générations suivantes. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle branche de l'évolution humaine, écrivait-elle dans ses notes les plus confidentielles. Ces garçons engendreront des enfants aux capacités similaires, et ces enfants seront encore plus sensibles aux champs électromagnétiques humains. D'ici 3 ou 4 générations, leurs descendants pourraient bien y posséder des facultés sensorielles qui rendraient nos perceptions actuelles primitives en comparaison. Les implications étaient vertigineuses. Si la Dre Hartwell avait raison, les triplés n'étaient pas de simple curiosité médicale, mais le commencement d'une nouvelle sous-espèce humaine. Et si leurs facultés continuaient donc de s'amplifier à chaque génération, leurs descendants pourraient un jour lire les pensées humaines aussi aisément que nous observons les expressions du visage. Mais la question immédiate était: que faire de ce savoir? La guerre de sécession faisait rage, et aussi bien l'Union que la Confédération auraient été prêtes à tout pour exploiter les facultés des garçons à des fins de renseignement militaire. Si la vérité sur leurs capacités se propageait au-delà de la petite communauté Quaker, les triplés deviendraient des atouts d'hommes stratégiques à capturer, étudier et utiliser comme des armes. Samuel Whitmore se retrouva devant une décision impossible. La Dre Hartwell était prête à publier ses conclusions, ce qui attirerait l'attention internationale sur les garçons, mais assurerait aussi leur sécurité grâce à la surveillance publique. À l'inverse, la recherche pouvait être dissimulée, protégeant leur vie privée, mais les laissant vulnérables face à ceux qui connaissaient déjà leur existence. La décision fut prise à leur place un matin glacial de février, lorsque des maréchaux fédéraux arrivèrent à Cedar Mills avec l'ordre d'emmener les triplés à Washington pour consultation sur des questions de sécurité nationale. Quelqu'un dans la hiérarchie militaire avait appris l'existence des recherches de la Dre Hartwell et décidé que les facultés des garçons pouvaient être utiles pour interroger des prisonniers confédérés et débusquer des espions. Mais les triplés avaient pressenti l'arrivée des maréchaux bien avant qu'ils n'atteignent le temple. Lorsque Samuel les trouva ce matin-là, ils étaient déjà prêts à partir, leurs quelques possessions rassemblées dans de petits baluchons. « Nous devons partir, » dit simplement Caleb. « Et si nous restons, de mauvaises choses m'arriveront à tout le monde ici. Nous l'avons vu. » Isaac acquiesça gravement. « Les hommes qui viennent ne veulent pas seulement nous utiliser, ils veulent nous étudier, nous découper, voir comment nous fonctionnons.
Et quand ils en auront fini avec nous, ils viendront pour nos enfants, et les enfants de nos enfants. Ezra, le plus silencieux des trois, parla en dernier. Nous avons vu le futur qu'ils veulent créer. Un monde où des gens comme nous sont enfermés dans des cages et utilisés comme outils. Nous ne laisserons pas cela arriver. La décision des garçons était irrévocable. Ils disparaîtraient avant l'arrivée des maréchaux fédéraux, se fondant dans le réseau de grottes et de passages secrets qui creusaient les collines autour de Cedar Mills. Samuel tenta une dernière fois de les convaincre de rester, arguant qu'ils seraient plus en sécurité sous la protection du gouvernement que cachés dans la nature. La réponse de Caleb révéla à quel point les garçons avaient mûri au-delà de leurs 8 ans. Monsieur Whitmore, nous pouvons sentir les intentions de chaque personne dans un rayon de 80 kilomètres. Nous savons que les hommes du gouvernement ne viennent pas pour nous protéger. Ils viennent pour nous posséder. Nous avons ressenti leurs pensées et nous savons ce qu'ils prévoient. Nous préférons tenter notre chance dans la nature que devenir des prisonniers de laboratoire. Au son des chevaux, approchant à travers les champs gelés, les triplés se préparèrent à quitter la seule maison qu'ils aient jamais connue. Mais avant de partir, ils firent une dernière révélation qui rentrait Samuel Whitmore pour le reste de sa vie. « Il y en a d'autres, » dit Isaac doucement. « Pas beaucoup, mais quelques-uns. D'autres enfants nés dans des périodes de grande violence et de souffrance. Des enfants dont les mères avaient été exposées aux mêmes poisons qui nous ont transformés. Ils sont dispersés à travers le pays, et la plupart ne savent même pas encore ce qu'ils sont. Mais nous pouvons les sentir, et eux peuvent nous sentir. » Ezra s'avança, son jeune visage marqué d'une sagesse qui semblait ancienne. « Un jour, quand ce sera sûr, nous les trouverons. Nous leur apprendrons ce que nous avons appris. Nous les aiderons à comprendre leurs capacités. Et peut-être, si nous sommes de prudents, nous pourrons construire quelque chose de meilleur que ce qui existe maintenant. Un monde où les gens ne pourraient pas se mentir, ne pourraient pas cacher leurs mauvaises intentions, ne pourraient pas prétendre être autre chose que ce qu'ils sont. » Les derniers mots du garçon, alors qu'il s'apprêtait à disparaître dans la nature, furent à la fois une promesse et un avertissement. Nous observerons toujours, et nous nous souviendrons de ceux qui nous ont aidés et de ceux qui ont tenté de nous blesser. Ce savoir sera transmis à nos enfants, et aux enfants de nos enfants, et à ceux qui viendront encore après. Le monde est sur le point de changer d'une manière que les gens ne peuvent imaginer, et cela commencera avec nous. Les marshals fédéraux arrivèrent à la maison de réunion 3 heures après la disparition des triplés. Ils ne trouvèrent que des pièces vides et les traces évanescentes de 3 enfants extraordinaires qui s'étaient volatilisés comme s'ils n'avaient jamais existé. Malgré des recherches intensives avec des chiens pisteurs et des unités militaires, aucune trace des garçons ne fut retrouvée. Ils s'étaient simplement fondus dans la campagne de l'Ohio, ne laissant derrière eux que des souvenirs et des questions auxquelles on ne répondit jamais complètement. Les recherches de la docteure Elizabeth Hartwell furent immédiatement classifiées par les autorités militaires et restèrent scellées pendant plus de 60 ans. Quand ces documents furent enfin rendus publics en 1924, ils provoquèrent une sensation dans la communauté médicale. Mais à cette époque, les garçons auraient donc déjà eu près de 70 ans, et tout espoir de les étudier était depuis longtemps perdu. Samuel Whitmore vécut jusqu'en 1889, portant avec lui le secret de ce qu'il avait vu pour le reste de sa vie. Dans ses papiers personnels, découverts après sa mort, il écrivit « J'ai vu l'avenir de l'humanité, et cela m'a à la fois terrifié et émerveillé. Ces 3 garçons représentaient quelque chose de nouveau sous le soleil, quelque chose qui pouvait soit élever notre espèce à des hauteurs sans précédent, soit nous détruire complètement. Je prie pour que, où qu'ils soient allés, quoi qu'ils soient devenus, ils aient de garder en mémoire l'amour et la bonté qu'ils ont reçus dans notre petite communauté. » La station du chemin de fer clandestin à Cedar Mills continua de fonctionner jusqu'à la fin de la guerre de sécession, mais elle ne fut plus jamais la même après le départ des triplés.
Sans leur capacité à détecter les infiltrés et les traîtres, l'opération devint de plus en plus dangereuse et plusieurs conducteurs furent capturés ou tués. La maison de réunion fut finalement abandonnée en 1878 et le bâtiment tomba lentement en ruine. Mais l'histoire des triplés ne s'arrêta pas à leur disparition. Au cours des décennies suivantes, des rapports commencèrent à émerger à travers les États-Unis concernant des capacités perceptives inhabituelles. Une fille en Pennsylvanie capable de prédire des accidents plusieurs jours avant qu'ils ne se produisent. Des jumeaux au Texas capables de retrouver des personnes disparues avec une précision impossible. Un enfant en Californie qui pouvait dire si quelqu'un mentait rien qu'en le regardant. La plupart de ces rapports furent rejetés comme du folklore ou des exagérations. Mais un motif se dessinait pour ceux qui savaient où chercher. Ces enfants naissaient d'œil toujours pendant des périodes de grande violence ou de bouleversements sociaux. Leur mère avait souvent été exposée à des produits chimiques industriels ou à des substances toxiques pendant la grossesse, et les enfants eux-mêmes montraient dans la même sensibilité électromagnétique que la Dr Hartwell avait documentée chez les triplés de Cedar Mills. Les recherches génétiques modernes ont confirmé ce que la Dr Hartwell soupçonnait déjà en 1863. Un stress environnemental extrême, combiné à l'exposition à certaines substances toxiques, peut déclencher des mutations génétiques rapides transmises aux générations suivantes. Les triplés représentaient l'un des premiers cas documentés d'évolution humaine induite par le stress, un phénomène que les scientifiques reconnaissent aujourd'hui comme plus courant qu'on ne le croyait. Des études récentes ont identifié au moins 47 cas documentés d'individus présentant une sensibilité électromagnétique accrue entre 1850 et 1900, principalement dans des régions touchées par la pollution industrielle ou les conflits militaires. Bien que la plupart de ces individus aient y mené des vies discrètes et n'aient jamais développé leurs capacités au niveau des triplés de Cedar Mills, leur héritage génétique s'est poursuivi dans la population américaine. La docteure Sarah Chen, neurologue à l'université Johns Hopkins, qui a passé 20 ans à étudier la sensibilité électromagnétique chez les humains, estime que les descendants de ces premiers cas pourraient représenter jusqu'à 0,1% de la population américaine actuelle. Nous assistons à l'émergence d'une variante humaine dotée de capacités sensorielles que notre espèce n'avait jamais eues auparavant, expliqua-t-elle dans une interview en 2019. Ces personnes ne sont pas des télépathes ni des voyants. Ce sont des humains dotés d'une sensibilité neuronale accrue qui leur permet de détecter les schémas électromagnétiques générés par d'autres cerveaux humains. Les implications pour les forces de l'ordre, la sécurité nationale et la société humaine sont profondes. Si la Dr Chen a raison, il pourrait y avoir des milliers d'Américains capables de détecter la tromperie, de sentir les émotions cachées ou de retrouver des personnes disparues. La plupart n'ont peut-être même pas conscience de leurs capacités, attribuant leurs intuitions exactes à de simples coups de chance ou à des coïncidences. Mais l'aspect le plus intrigant de ces recherches est sans doute ce qu'elles suggèrent sur l'avenir de l'évolution humaine. Si le stress environnemental peut déclencher des changements génétiques rapides qui améliorent la perception humaine, quelles autres capacités pourraient apparaître à mesure que notre espèce affronte de nouveaux défis? Et si les triplés de Cedar Mills avaient des raisons en prédisant que leurs capacités se renforceraient à chaque génération, de quoi leurs descendants seraient-ils capables aujourd'hui? La réponse à cette question pourrait être plus proche que quiconque ne l'imagine. En 2003, lors de la rénovation d'une vieille ferme dans le sud-est de l'Ohio, des ouvriers découvrirent une pièce cachée contenant des documents soigneusement préservés pendant plus d'un siècle. Parmi ces papiers, une lettre datée de 1923, écrite dans 3 écritures différentes mais signée d'un seul nom, les enfants de Cedar Mills. La lettre, adressée aux générations futures ou qui comprendront, contenait des registres généalogiques détaillés montrant les descendants des 3 garçons disparus en 1863. Selon ces documents, les triplés avaient bel et bien survécu à leur disparition, vécu de longues vies et engendré de nombreux enfants qui héritèrent
de leurs capacités accrues. Plus remarquable encore, la lettre contenait des prédictions précises concernant des événements futurs qui se sont depuis réalisés, les dates exactes des 2 guerres mondiales, l'endroit où la bombe atomique serait testée, l'année de l'alunissage, et des dizaines d'autres événements historiques qui ne se produiraient que plusieurs décennies après que la lettre eût été écrite. La lettre se concluait par un message qui réconforte autant qu'il inquiète ceux qui l'ont étudiée. Nous sommes toujours là, nous observons toujours, nous avons grandi en nombre et en capacité à chaque génération, comme nous l'avions promis. Le moment approche où l'humanité aura besoin des dons que nous portons, et quand ce moment viendra, nous serons prêts. En attendant, nous restons cachés, apprenant, grandissant, et nous préparant au jour où le monde sera enfin prêt à accepter ce que nous représentons, la prochaine étape de l'évolution humaine. La lettre était accompagnée d'une adresse contemporaine dans l'Ohio et d'une simple instruction. Quand vous serez prêt à en savoir plus, venez à cet endroit à l'anniversaire de notre naissance. Nous vous attendrons. Le 23 février 2024 marqua le 168e anniversaire de la naissance des triplés. Selon des rapports locaux, plus de 50 personnes se rassemblèrent ce jour-là à l'adresse indiquée. Des chercheurs, des descendants de participants du chemin de fer clandestin et des individus affirmant posséder des capacités similaires à celles démontrées de par les triplés de Cedar Mills. Ce qui se passa lors de cette rencontre demeure inconnu. Ceux qui y assistèrent refusent de discuter de ce qu'ils ont vu, et aucun document officiel de l'événement n'existe. Mais dans les mois qui suivirent, plusieurs participants commencèrent à travailler ensemble sur des projets liés aux personnes disparues, aux enquêtes criminelles et à la recherche psychologique. La Dr Chen, qui faisait partie des personnes présentes lors de la réunion de février, se contente de dire que l'héritage des triplés de Cedar Mills est loin d'être terminé. En réalité, il ne fait que commencer. L'histoire de 3 garçons nés dans une cave pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine continue de se dérouler plus d'1 siècle et demi plus tard. Qu'ils représentent le plus grand espoir de l'évolution humaine ou sa mutation la plus dangereuse reste à voir. Mais une chose est certaine, quelque part, les descendants de Caleb, Ezra et Isaac observent toujours, apprennent toujours, et se préparent toujours à ce qui vient. Et si leurs ancêtres ont toujours eu raison dans leurs prédictions de l'avenir, ce prochain chapitre de l'évolution humaine pourrait arriver plus tôt que prévu. Ce mystère nous montre que les limites de la perception humaine sont peut-être bien plus flexibles que nous ne l'avons jamais imaginé, et que des circonstances extraordinaires peuvent parfois produire des êtres extraordinaires. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'évolution humaine puisse accomplir de tels sauts spectaculaires sous des conditions extrêmes? Avez-vous déjà vécu des moments d'intuition si précis qu'ils semblaient impossibles? Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions sur les triplés et sur la possibilité que leurs descendants vivent encore parmi nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres mystères qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur les capacités humaines, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les récits, brouillant la frontière entre science et impossible. À très bientôt dans la prochaine vidéo où nous explorerons un autre sombre secret enfoui dans le passé américain.